Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois personnes qui ont joué un rôle majeur au moment du déclenchement de la guerre d'Indochine. Ce qui ne veut pas dire que tout était favorable au conflit, mais ce qui veut dire que leur rôle a été, je dirais, spécifique dans cette marche vers la guerre. Alors, d'abord, je vais vous présenter Ho Chi Minh. Ensuite, je vous présenterai le général Leclerc et le haut commissaire de la République française en Indochine, c'est-à-dire l'amiral d'Argentlieu. Alors, nous commencerons par Ho Chi Minh. Ho Chi Minh est né en 1890 et il est mort en 1969. Ho Chi Minh, nous avons peu de choses sur la période de sa jeunesse. Période essentielle, puisque on voit quel est son cheminement vers ce qui va devenir par la suite. Il est né dans une famille de lettrés. Les lettrés, c'est une tradition chinoise et vietnamienne, c'est-à-dire que pour jouer un rôle dans la haute administration, il faut maîtriser le mieux possible tous les caractères qui sont des caractères par idéogramme. Et donc, les lettrés sont des fonctionnaires qui occupent des fonctions de premier plan, et aussi bien en Chine que dans le Tonkin. À sa naissance, lorsque Ho Chi Minh naît, il ne s'appelle pas Ho Chi Minh, bien entendu, mais vous le savez que c'est depuis 1941. Donc, à sa naissance, l'Indochine est pratiquement conquise. Et il n'y a que quelques poches de résistance, mais pas de résistance armée, c'est-à-dire que tout n'est pas absolument pacifié dans une région, surtout dans le Tonkin. Les autres régions de la Fédération indochinoise sont, je dirais, relativement calmes, entre guillemets pacifiées, parce que les Européens utilisent un moyen pour maintenir l'ordre. Ils ne sont que peu nombreux. Ils seront 40 000 avant la Seconde Guerre mondiale. Les Vietnamiens, ou plutôt les Indochinois, sont entre 19 et 20 millions. Donc pour maintenir, je dirais, le pays dans une sorte de calme, mais de calme trompeur, on utilise un moyen qui est simple, qui est le premier moyen, bien entendu, c'est la violence. Et donc, d'abord ça a été la guerre, puis ensuite la pacification, et puis ensuite, nous l'avons vu, la répression des mouvements d'insurrection qu'il peut y avoir, rare, mais qu'il peut y avoir. Je reviens à la famille de Ho Chi Minh. Il fait partie d'une famille où il y a 3 enfants. Il a donc une sœur et un frère, dont je ne reparlerai pas parce que j'ai peu d'éléments à leur sujet. Lui fait des études dans une école nationale au nord de l'Annam. École nationale, c'est-à-dire qu'il suit un enseignement traditionnel, avec des caractères sino-vietnamiens. Pas l'alphabet qui est utilisé par les Européens, mais l'alphabet qui est utilisé par, entre guillemets, les indigènes. Son père obtient en 1901 une distinction qui est une distinction suprême, la plus haute distinction académique, c'est-à-dire un doctorat. Il pourrait faire valoir cela pour exercer dans la haute administration, pour devenir fonctionnaire. Il refuse toute nomination de fonctionnaire. Il devient enseignant. En 1906, il est mandarin. Mandarin, c'est encore une reconnaissance, je dirais, dans sa compétence fondée sur un enseignement traditionnel. Donc il est mandarin au sein du protectorat d'Annam. Mais il considère que cette fonction est, je le cite, pire que l'esclavage. J'en reviens à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, en 1908, il a alors 18 ans, soutient des paysans
qui manifestent contre les impôts coloniaux. Il se fait même leur porte-parole. Évidemment, devenant porte-parole, il est aussitôt remarqué. Et il est exclu de son école. Alors, puisqu'il est exclu de son école, il va voyager. Il va voyager dans les trois qui. Alors, les trois qui, on pourrait traduire ce mot par le mot français région. Mais évidemment, ça n'a pas la même signification parce que le contexte est très différent. Et on parlera toujours des trois qui pour parler du Vietnam. Le Vietnam étant constitué par le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, avec deux autres entités qui ne font pas partie du Vietnam, le Laos et le Cambodge. Donc, il voyage dans les trois qui. Et en 1911, il demande d'entrer à l'école coloniale. Bon, ça peut paraître un petit peu étonnant lorsque on sait quel est son parcours ultérieur, mais il sort un refus. Il sort un refus car l'administration française écrit qu'il s'agit, je cite, d'un indigène sans diplôme français. Ben, effectivement, il n'a pas de diplôme français puisqu'il est allé dans une école traditionnelle. Son père, en même temps, est exclu de l'administration française. Et son père devient médecin, un médecin traditionnel dans un village, où il exerce une médecine dite traditionnelle, à base d'acupuncture, mais également de choses qui sont transmises de façon informelle. Ho Chi Minh, en 1911, décide, lui, de s'embarquer pour la France, le 5 juin 1911. Et il arrive à Marseille. Il arrive à Marseille sans argent. On dit qu'il n'avait en poche que 10 francs. Alors 10 francs, évidemment, c'est fort peu de choses et on peut dire qu'il arrive sans argent. À partir de là, il va pendant quelques années mener une vie d'errance. On le voit au Havre, où il devient cuisinier pour officier d'un paquebot. Un paquebot qui n'est pas encore parti outre-Atlantique, dont les officiers sont encore au Havre, donc il devient cuisinier pour eux. Mais entre 1911 et 1913, on le voit successivement dans plusieurs villes, à Bordeaux, à Paris, à Lisbonne, à Tunis, à Dakar. Il traverse même l'Atlantique et va aux États-Unis, où il assiste, où il voit, il n'y va pas en tant que spectateur, mais il se trouve qu'il est là. Il voit le lynchage d'un noir par le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, c'est un mouvement d'extrême droite dans les États du Sud qui veulent maintenir la ségrégation raciale. Et le moyen de maintenir la ségrégation raciale, c'est de jouer sur la peur des Noirs qui voudraient se distinguer d'une façon ou d'une autre. En particulier les anciens combattants de la Grande Guerre, qui sont très fiers d'avoir un uniforme et qui risquent de franchir une ligne qui a été posée par les adeptes de la ségrégation raciale. Bon, c'est la période au cours de laquelle il se découvre une facilité pour les langues. Tous ces pays qu'il découvre, il en retient parfois les langues de façon plus ou moins maîtrisée. Mais une facilité pour les langues. Et en particulier, il connaît bien la culture française, bien entendu, et la langue française. En même temps, il va à la rencontre de ses compatriotes. Des compatriotes qui sont parfois nationalistes, c'est-à-dire pour l'indépendance de l'Indochine. Et il réfléchit au parallèle entre les situations coloniales. Situation coloniale de l'Indochine, situation coloniale des autres colonies françaises d'Afrique, situation coloniale d'autres colonies appartenant à d'autres pays. Nous sommes dans la période de l'entre-deux-guerres. C'est l'époque où la colonisation est rarement remise en cause. C'est le moment où la France, en 1931, va faire la grande exposition coloniale à Vincennes. Et lui, pendant ce temps, développe une pensée anticoloniale. À force de faire ce parallèle entre les situations coloniales, et en côtoyant les nationalistes, peu à peu, il en arrive à une pensée anticoloniale. Avant la Grande Guerre, on le voit à Londres, où il occupe des emplois divers, mais des emplois, des petits boulots, comme on dirait aujourd'hui.
Et en 1919, il arrive à Paris. Il arrive à Paris où c'est l'effervescence révolutionnaire. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a une SFIO qui appartient à la Seconde Internationale. Or, la Seconde Internationale est accusée d'avoir échoué parce qu'elle n'a pas réussi à empêcher la Grande Guerre. Et qui plus est, un certain nombre de socialistes se sont ralliés à l'Union sacrée. Et donc, la révolution russe, et plus précisément la révolution bolchevique, celle d'octobre 1917, selon notre calendrier, le calendrier grégorien par opposition au calendrier julien qui était en application en Russie. Donc, la révolution bolchevique vient de l'emporter. Et cette révolution bolchevique, on la voit de loin, on la voit comme un soleil plein d'espoir qui se lève sur la Russie. Et donc, les socialistes français sont fascinés par cette révolution bolchevique. Et la situation, donc, elle n'est pas révolutionnaire, mais il y a une certaine effervescence. Et la SFIO est placée face à un défi majeur. Elle va se réunir en congrès pour savoir si oui ou non elle va adhérer à la troisième internationale créée par les bolcheviks, puisque la deuxième internationale, l'internationale socialiste, a échoué puisqu'elle n'a pas réussi à empêcher la Grande Guerre. En même temps, Ho Chi Minh adhère aux 14 points du président Wilson. Le président Wilson, c'est un président des États-Unis. Et il a publié un document, ce sont les 14 points qui doivent servir de base de discussion au traité. Et parmi les 14 points, il y en a un qui intéresse particulièrement Ho Chi Minh, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Lorsque un territoire est rattaché à un pays, on consulte les populations à travers un plébiscite, ce qu'on appelle aujourd'hui un référendum. Il n'y aura pas de plébiscite, bien entendu, en Alsace et dans le département de la Moselle, parce qu'on considère que les populations ont voulu rester françaises et qu'elles ont pendant un certain temps élu des députés protestataires. Mais donc, Ho Chi Minh adhère à ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui n'est pas un principe nord-américain, mais qui est un principe qui a été énoncé pour la première fois par la Révolution française au moment de la Constituante. Et en même temps, Ho Chi Minh est favorable à la Société des Nations, la SDN, c'est-à-dire qu'il est favorable aux arbitrages que peut émettre la Société des Nations lorsqu'il y a des conflits entre des États. Plutôt que de se faire la guerre, il vaut mieux négocier, discuter et trouver un accord. D'ailleurs, ce sera la position de Ho Chi Minh. Nous le verrons le moment venu. Il devient, par son adhésion au Parti communiste français, un militant communiste. Il faut savoir que la SFIO s'est réunie en congrès à Tours en 1920 et que là, on va décider si oui ou non on se reconnaît dans la révolution bolchevique. Lui s'est déjà rapproché d'émigrés vietnamiens qui veulent s'émanciper de la tutelle française. Il appartient à un tout petit groupe que l'on appelle les Saints Dragons. Dragons, culture extrême orientale, bien entendu. Alors les Saints Dragons, ce sont 5 personnes. C'est un ingénieur, un avocat, un journaliste, un écrivain et lui-même, Ho Chi Minh. Ses amis français le nomment Nguyen, c'est une partie de son nom, on va le voir, Nguyen le patriote. Donc, ce qui l'emporte chez lui, c'est effectivement cette fibre patriotique, c'est-à-dire l'indépendance. Mais, au moment du congrès de Tours, il adhère au Parti communiste français. Pourquoi? Parce que, au moment du congrès, une majorité se dégage en faveur de la création d'un nouveau parti en adhérant à la Troisième Internationale. Ce nouveau parti, c'est la SFIC, section française de l'Internationale communiste, par opposition à la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, dont la majorité des adhérents socialistes, qui sont des délégués au congrès de Tours, la majorité adhère au Parti communiste français qui s'appelle SFIC. Et le Parti communiste français
est dès l'origine favorable au mouvement d'émancipation des peuples colonisés. Donc, naturellement, je dirais, Ho Chi Minh adhère au Parti communiste français lors du congrès de Tours. Il faut savoir que le Vietnam a participé à l'effort de guerre français. Il a envoyé des travailleurs coloniaux, en particulier dans les arsenaux, comme l'arsenal de Tarbes. Il n'y avait pas que des Vietnamiens, on disait des Annamites. Donc, il n'y avait pas que des Vietnamiens, il y avait aussi des Malgaches, à Tarbes je parle, et on voit aussi des soldats qui se battent sur le front. Mais si on fait appel aux colonies pour soutenir l'effort de guerre français, la France rejette toutes les revendications décolonisées, aussi modestes soient-elles. Toujours est-il que Ho Chi Minh est un délégué indo-chinois à Tours et qu'il adhère au Parti communiste français, c'est-à-dire à l'SFIC. Et donc on lui demande d'écrire. On lui demande d'écrire dans... Alors le voici d'abord, d'une part au congrès de Tours. C'est une photo qui est de mauvaise qualité, donc j'ai réduit un petit peu le format, sinon elle était vraiment trop pixelisée. Donc le voici, et il parle au nom des colonisés. Il est le délégué indo-chinois au congrès de Tours. Le voici plus reconnaissable peut-être, c'est une photo qui est très connue. Ce n'est pas le congrès de Tours, c'est le congrès communiste de Marseille de 1921. On voit, bon, il est jeune bien entendu à ce moment-là, et il est habillé à l'occidental. Le voici dans un montage, alors qu'on lui demande d'écrire dans un certain nombre de journaux, il écrit dans l'Humanité. Alors il faut savoir que, comme la majorité du congrès de Tours a constitué la SFIC, c'est-à-dire le Parti communiste, le journal qui était le journal de la SFIO avant le congrès de Tours, qui s'appelait l'Humanité, qui avait été créé par Jean Jaurès, ce journal va à la majorité, c'est-à-dire que l'Humanité devient le journal du Parti communiste français et que la SFIO, qui n'a plus de journal, va en créer un nouveau, va créer le Populaire. Donc le Populaire est socialiste et l'Humanité est communiste. Et là, on demande à Ho Chi Minh de faire un article sur les colonies dans le journal L'Humanité. Il va également écrire dans d'autres journaux, vous le voyez, l'Humanité, il va écrire dans La Vie ouvrière. Là aussi, nous sommes en 1920. La CGT existe déjà, vous le savez, mais la CGT va se diviser, va connaître une scission. La CGT maintenue, qui reste socialisante, et la CGT-U, qui veut dire unitaire, qui va devenir communiste. Mais la CGT-U devient communiste, mais je dirais en reprenant le programme de la SFIC. Donc, mais c'est en 1921. Donc pour l'instant, l'Humanité, c'est le journal de la SFIC. La Vie ouvrière, c'est le journal de la CGT, donc à ce moment-là. Il écrit également dans Le Libertaire, qui est un journal anarchiste. Donc vous voyez, il y a un amalgame entre toutes ces idées, mais ce qui l'emporte chez Ho Chi Minh, qui est communiste bien entendu, ce qui l'emporte chez Ho Chi Minh, c'est l'idée de l'indépendance. Et cela, ainsi, il va influencer la naissance d'un communisme afro-asiatique spécifique, où ce qui passe avant tout, ce qui devient une priorité, c'est d'abord l'indépendance, puisque ces territoires sont des colonies. Il mène une vie précaire, c'est-à-dire qu'il fait toujours ses petits métiers. Il est malgré tout retoucheur de photos, donc ça demande une certaine technicité, mais il est très surveillé par la police. Il est menacé d'expulsion, alors il décide de quitter la France pour l'URSS, au sein d'une délégation française qui participe à la fondation d'une nouvelle structure, l'Internationale paysanne rouge. Toujours est-il qu'il va à l'URSS et que là, il devient un spécialiste. En 1924,
il est reconnu comme spécialiste de l'Asie et des questions coloniales. Comme aurait dit Lénine, mais Lénine est déjà hors de course à ce moment-là, il est devenu un révolutionnaire professionnel. Il est aussi protégé par un apparatchik qui s'appelle Dimitri Manouilski et qui est un apparatchik au sein de l'Internationale communiste. Alors, cela, nous l'avons déjà vu. Et il est envoyé à Canton. Il est envoyé à Canton en novembre 1924. En 1925, il fonde... Alors, Canton, c'est en Chine, bien entendu. En 1925, il fonde la Jeunesse révolutionnaire du Vietnam, dont le Vietnam est juste à la frontière chinoise, et donc il crée cette structure Jeunesse révolutionnaire. Vous constatez du Vietnam, c'est-à-dire c'est l'union des trois Qui, Tonkin, Annam, Cochinchine. En 1926, il épouse une sage-femme. Alors le voici lorsqu'il est en France, avec un chapeau melon, une écharpe, donc, et habillé à l'occidental, de façon à passer le plus inaperçu possible. Et donc, lorsqu'il va en Chine, il épouse cette jeune femme, qui est sage-femme, qui est chinoise et non vietnamienne, et qui est catholique. Autrement dit, c'est l'ouverture à d'autres cultures et à une autre religion. C'est de ce côté-là. En 1927, Chiang Kai-shek, alors Chiang Kai-shek, c'est le président de la Chine nationaliste, celle qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, sera soutenue par les États-Unis d'Amérique du Nord, celle qui est opposée à la Chine communiste, avec les territoires où se sont implantés les communistes, un territoire pour l'instant réduit, et qui sont dirigés par Mao Zedong. Alors Chiang Kai-shek, dont leader nationaliste, a plusieurs orthographes, donc on s'y perd un petit peu. Alors Chiang Kai-shek, c'est la plus courante, c'est la plus traditionnelle, mais c'est la plus courante, c'est celle qui, dans notre bouche d'occidentale, se prononce le mieux, ou Chiang Kai-shek, ou Chiang Kai-shek, ou, vous me direz qu'il y a de petites variantes mineures, ou Jiang Jieshi. Donc ça, c'est le plus proche de la prononciation chinoise. Il écrit, alors Chiang Kai-shek, je veux le dire comme ça, écrase le mouvement communiste qui était pourtant son allié au sein d'une structure qui s'appelait le Kuomintang, ou que l'on peut aussi prononcer et écrire Guomindang. On commence à le voir de plus en plus souvent. Alors cet épisode terrible dans l'histoire de la Chine a été rappelé par André Malraux dans La condition humaine. Les communistes qui sont pris sont parfois brûlés vifs dans les chaudières des locomotives, ou sont fusillés, sont exécutés, etc. Il n'y a qu'à lire La condition humaine de Malraux. Et c'est dans La condition humaine que l'on voit cette phrase « Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie ». Et Ho Chi Minh ne doit son salut qu'au refuge qu'il trouve dans un consulat soviétique en Keu. De là, il passe en France, où il est très recherché. Et voici par exemple ce que dit de lui le ministre de l'Intérieur, Albert Sarraut. L'agitateur, donc c'est un agitateur, c'est-à-dire un révolutionnaire professionnel selon Lénine. Donc l'agitateur anamite, alors on ne dit jamais tonkinois, on dit anamite. Les travailleurs coloniaux qui sont venus à l'Arsenal à Tarbes étaient des anamites, même s'ils n'étaient pas forcément anamites. Alors l'agitateur anamite, Nguyen Ai Kak, c'est son nom. Il va en changer en 1941. Qui jusqu'à ces derniers temps était délégué à la propagande coloniale au sein de l'Internationale communiste à Moscou, est arrivé ces jours-ci à Paris. Donc, c'est un militant communiste. Il est délégué à la propagande coloniale au sein de l'Internationale communiste, dont le siège est à Moscou. Il est arrivé à Paris. Donc, il est surveillé par la police. Et la police est au courant de ses déplacements. Il s'est présenté à la direction du Parti communiste pour y solliciter un emploi. Mais aucune place ne lui a été offerte.
Nguyen Ai Kak aurait manifesté l'intention de repartir pour Moscou. Et effectivement, il va repartir pour Moscou. Il est devenu à ce moment-là un cadre du Comintern, c'est-à-dire de la Troisième Internationale. Il est en relation avec l'Indochine. Et lorsqu'il revient à Moscou, il est envoyé au Siam, c'est-à-dire l'actuelle Thaïlande. Il y reste peu de temps. Toujours est-il qu'on le retrouve en 1930 à Hong Kong. Hong Kong qui est sous le contrôle de la Grande-Bretagne, où il crée le Parti communiste vietnamien unifié en février 1930. Parti communiste vietnamien unifié. Mais il est arrêté par la police anglaise. Il est libéré cependant en 1933, mais il ne peut revenir au Vietnam qu'en 1941, car le Vietnam est une terre de colonie française. Et donc, il est recherché en France, mais également au Tonkin, au Vietnam plus largement. Et c'est à ce moment-là, en 1941, qu'il prend le nom de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, celui qui éclaire. C'est la signification de son nom. Il rencontre Giap, dont je vais reparler, qui dirige un groupe au Tonkin. Mais pour Ho Chi Minh, la priorité, c'est le combat nationaliste. C'est certes un militant communiste, mais c'est avant tout un militant nationaliste. Il est pour l'indépendance. Et pour obtenir l'indépendance, il recherche l'aide d'autorités diverses, d'autorités chinoises. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais Chiang Kai-shek a voulu réprimer férocement le mouvement communiste. Certes, mais on est là dans le domaine politique. Et donc, peut-être que Ho Chi Minh se dit que la Chine pourrait aider à l'indépendance vietnamienne, ce qui sera leur de toute façon. Il se tourne aussi vers les États-Unis d'Amérique du Nord, vers l'OSS, les services secrets états-uniens. Les services secrets états-uniens qui sont à l'origine de la CIA. Et le voici. Le voici donc d'abord à l'URSS, où il visite un chantier. Vous le voyez, on lui présente un chantier avec des échafaudages, avec voilà, une construction qui est en voie de réalisation. Et il rencontre Giap. Giap, c'est celui qui est à côté de lui. Lui, Ho Chi Minh, il est en short. Ne vous trompez pas de personne. Donc il est en short, il est habillé, je dirais, de façon tout à fait banale. Giap, lui, est habillé à l'occidentale. Il porte un costume blanc, une cravate, etc. Les deux hommes vont très rapidement s'entendre. Alors les voici. Voici en tête Ho Chi Minh, avec, cette fois il est habillé avec un costume blanc, un casque colonial, comme on dit, et Giap qui marche derrière lui, avec toute une série de personnes qui font partie donc du groupe Ho Chi Minh Giap. Ho Chi Minh, à partir de 1944, disons surtout 1945, c'est un combattant, mais pour l'instant, il n'est pas favorable à une guerre. C'est un combattant pour l'indépendance. C'est quelqu'un qui s'entend avec Giap. Donc les deux hommes discutent. Vous voyez comme ils discutent de façon informelle. Ho Chi Minh un petit peu allongé et Giap qui l'écoute. Ici, nous sommes, vous avez toujours sur la gauche donc Ho Chi Minh, sur la droite portant le chapeau Giap, et derrière vous avez des Européens. Alors ces Européens, ce sont des officiers de l'OSS, c'est-à-dire des États-Uniens, des Nord-Américains, qui sont entrés en contact avec Ho Chi Minh et Giap. Ho Chi Minh, c'est aussi un homme d'études. C'est quelqu'un qui est particulièrement informé. Le voici qui est en train de lire ce qui ressemble à un journal, peut-être une brochure, peut-être un opuscule. Donc voilà, il est en train de lire. Vous voyez que son environnement est particulièrement modeste. Il a une lampe à pétrole qui se trouve là tout à fait sur une étagère sur la gauche. Et c'est également quelqu'un qui s'informe et qui lit beaucoup. Vous remarquez toutefois qu'il y a, dans l'endroit où il se trouve,
qui paraît assez modeste, à l'endroit où il se trouve, une grande photo avec quelqu'un qu'on reconnaît bien, qui est Lénine, qui est sur la photo, donc sur la photo à gauche, et quelqu'un qui est à droite, qui tient un livre. Alors bon, c'est difficile de reconnaître le révolutionnaire russe qui se trouve là. Est-ce que c'est Staline? Mais Lénine et Staline se sont vraiment jamais entendus. Est-ce que c'est Trotsky? Point d'interrogation. Vous savez que le testament dit de Lénine a été confisqué par Staline, car Lénine avait désigné son successeur, bien qu'il affirmait qu'il était souvent trop sûr de lui, ce successeur désigné étant Trotsky. Donc voilà, on est un petit peu dans l'expectative, mais on reconnaît Lénine. Donc, Ho Chi Minh est un militant communiste qui est favorable à l'indépendance de son pays. Donc, pardon, je sais, voilà, il recherche l'aide des autorités chinoises et de l'OSS et des services secrets états-uniens. Donc, tout cela, nous l'avons vu. Et en 1944, donc je passe sur l'épisode que vous connaissez, de la présence des Japonais en Indochine, sous l'autorité théorique d'un proconsul qui s'appelle l'amiral Decoux. Et en 1944, lorsque le Japon est sur le point de capituler, lorsque le Japon est en train de perdre la guerre, il crée une brigade de propagande pour la libération du Vietnam. Donc pour l'instant, ce n'est qu'une brigade de propagande. Mais en même temps, il conçoit cela comme un embryon de l'armée de libération. Et cette armée de libération, il en confie le commandement à Giap. Alors voici Giap, entouré par son état-major, qui est en train de montrer une carte. Nous sommes, la photo n'est pas datée, mais nous sommes peut-être déjà au début de la guerre d'Indochine. Peut-être. Ce lieu est un lieu mythique au Vietnam. Nous sommes donc devant le mausolée de Ho Chi Minh. C'est l'endroit où il a proclamé la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Donc voilà, c'est une date qui symbolise pour les Vietnamiens le début de la guerre d'indépendance. Ce n'est pas encore la guerre, mais voilà, c'est quelque chose qui rentre dans la légende vietnamienne. Ici, nous le voyons avec Saint-Denis. Et vous savez que le 6 mars 1946, il arrive à négocier avec Saint-Denis, négocier pour que le Vietnam soit un État libre. Vous savez que Saint-Denis préférait autonome, un État autonome, et Ho Chi Minh préférait un État indépendant. Mais une négociation, c'est aussi un compromis, et donc chacun avait fait un pas vers l'autre, et on avait adopté le terme libre. Le terme libre, qui est un terme quand même très ambigu. Quelle différence y a-t-il entre la liberté et l'indépendance? Lorsqu'on est indépendant, on est libre. Lorsqu'on est libre, on est indépendant. Autonomie est déjà plus restrictif. Mais Saint-Denis était commissaire de la République. Donc il avait à rendre compte à son gouvernement. Et Ho Chi Minh le sait parfaitement. Et Ho Chi Minh va essayer d'obtenir l'accord du gouvernement français. Le gouvernement français, à cette époque-là, est dirigé par Georges Bidault. Georges Bidault, vous le voyez, serre la main à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, donc, a fait le voyage de Paris pour obtenir un accord formel. Et entre Georges Bidault et Ho Chi Minh, on voit un homme, cet homme c'est Saint-Denis. Saint-Denis qui a négocié avec Ho Chi Minh. Alors, cette négociation va avoir lieu. Alors, vous avez la proclamation de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945, je crois que j'ai dit 46, pardon, 45, qui proclame la République du Vietnam. Et donc, Ho Chi Minh met en place un appareil d'État. Dans son gouvernement, car il forme un gouvernement, mettre un appareil d'État, c'est constituer un gouvernement, il fait une place importante à la morale. Donc la morale doit jouer un rôle important dans son gouvernement.
C'est-à-dire qu'on n'y voit pas de corruption. Et c'est-à-dire que ces gens-là vivent dans la modestie. Et ils jouent la carte de la négociation. La carte de la négociation, ce sont les accords Ho Chi Minh-Saint-Denis, qui viennent après la proclamation de la République, bien entendu, de la République démocratique du Vietnam, qui sont du 6 mars 1946. Et donc, au cours de l'été 1946, Ho Chi Minh va faire le voyage à Paris, le voyage en France à Paris, pour rencontrer le gouvernement. C'est ce que l'on vient de voir. C'est ce que l'on vient de voir ici. Voilà. Donc, il essaie d'obtenir l'accord du gouvernement pour les accords Saint-Denis-Ho Chi Minh. Il va rester en France du 31 mai au 20 octobre 1946, au cours de la conférence dite de Fontainebleau. Mais il n'obtient rien. Je vous avais dit que on l'amuse, on l'abuse. Il n'obtient rien. Alors, comme il ne peut rien faire d'autre, il fait un petit peu de tourisme en attendant. Alors le voici à Biarritz, avec les personnes qui l'ont suivi donc pour négocier avec le gouvernement français pour avoir confirmation des accords passés avec Ho Chi Minh. Mais tout cela va déboucher ensuite, comme il n'obtient rien, sur le bombardement d'Haiphong. Nous sommes le 23 novembre 1946. Donc, est-ce que c'est la guerre? On peut se poser la question. Et son gouvernement, le gouvernement d'Ho Chi Minh, évacue Hanoï. Évacue Hanoï le 19 décembre 1946. Et c'est le début de la bataille d'Hanoï. Le Viet Minh qu'il a créé voulant garder Hanoï, en évacuant le gouvernement pour ne pas qu'il tombe prisonnier entre, je dirais, les mains des Français. Donc, le gouvernement de Ho Chi Minh évacue Hanoï et commence la bataille d'Hanoï. La bataille d'Hanoï qui sera une bataille victorieuse pour les Français, dont la guerre a commencé véritablement, on peut dire, à ce moment-là. Alors, cela, nous l'avons vu. La France va susciter un concurrent à Ho Chi Minh. Ce concurrent, c'est l'empereur d'Annam, c'est Bao Dai. Bao Dai, c'est l'homme des Français. Et dans la baie d'Along, sur un vaisseau de guerre, on va signer les accords de la baie d'Along. Voici les accords de la baie d'Along, qui sont signés entre le haut commissaire de la République française en Indochine, qui n'est plus l'amiral d'Argentlieu, qui est Bollard, et l'empereur d'Annam, qui se trouve à droite en train de signer les accords de la baie d'Along. Alors les accords de la baie d'Along reconnaissent l'indépendance des trois Qui, l'ensemble du Vietnam, mais le Vietnam adhère à l'Union française. Est-ce que le Vietnam est un État indépendant, un État libre? La réponse sera non. Parce que de toute façon, les nationalistes se rallieront, communistes ou pas d'ailleurs, se rallieront à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh qui a fait de l'indépendance sa priorité. Alors voici une photo à mon avis, d'un des meilleurs films, je n'ose pas dire le meilleur, d'un des meilleurs films français sur la guerre d'Indochine. C'est la 317e section de Pierre Chandelfer. Donc vous avez ici une photo de ce film. C'est une section avec, sous les ordres d'un lieutenant frémoulu de l'école militaire où sont formés les officiers français, en Bretagne, à Morbihan, dans le Morbihan, donc un lieutenant et un sergent. Alors bien sûr, le lieutenant est frémoulu de cette école et le sergent, lui, est un soldat de métier qui connaît tout de la guerre. Et donc la 317e section, c'est une période au cours de la guerre, au cours de laquelle la France mène une guerre de guérilla. Ce n'est pas encore une guerre où ce sont des unités constituées de part et d'autre qui s'opposent.
Donc, la 317e section, film assez remarquable. Mais nous arrivons en 1950. Cela, nous le verrons la prochaine fois, mais déjà quelques pistes. 1950, il y a une grande bataille qui se déroule à Dongke. Vous le voyez, Indochine en 1950. Voici une des photos de Ho Chi Minh au cours de la bataille de Dongke. Vous voyez qu'il est entouré d'un état-major avec quelqu'un qui suit les événements militaires à la jumelle, également les ordres qui sont donnés par téléphone de campagne, et donc Ho Chi Minh est là. C'est-à-dire que, bien sûr, les troupes sont commandées par Giap, mais en même temps, Ho Chi Minh est un stratège. Et toutes les opérations sont discutées entre lui et Giap. Alors cette bataille de Dongke, vous voyez, bataille de Dongke, c'est un petit peu compliqué de la retrouver parce que parfois elle est désignée sous un autre nom et sous un nom un petit peu sibyllique. Les combats de la RC4, ce qui veut dire de la guerre coloniale, de la route coloniale numéro 4. Donc c'est la même bataille que celle que vous venez de voir précédemment. Donc route coloniale 4. Mais vous avez encore un autre nom qui est utilisé aussi par les Français, qui est la bataille de Cao Bang. Vous le voyez écrit. Cao Bang, voici. Alors, voici le théâtre d'opération. Alors, vous avez effectivement Dongke, qui est le nom qui est utilisé par les Vietnamiens. Vous avez auparavant la bataille de Cao Bang sur la route coloniale numéro 4. La route coloniale numéro 4, c'est la route qui unit tous ces points rouges à la frontière chinoise et qui va ensuite vers Hanoï. Hanoï qui se trouve loin. Vous avez ici, vous voyez, on est à Cao Bang et vous avez Hanoï qui est indiqué sur la colonne de droite en troisième position, Hanoï à 291 km. Donc vous voyez, l'éloignement est un facteur à prendre en compte dans un relief difficile. Et cette bataille, voici Cao Bang, un endroit qu'on appelait la forteresse, cette route est défendue par diverses unités, un petit peu composite, parce que vous avez au premier plan des légionnaires, et vous avez ensuite des troupes marocaines, des goumiers qui combattaient en particulier en Indochine. Et vous avez à l'arrière-plan encore d'autres uniformes, d'autres unités. Donc vous voyez, ce sont des unités un petit composites et parfois c'est un encadrement légionnaire avec des goumiers, vous le voyez. Voici la route coloniale. Donc cette route coloniale est constamment sous la menace du Viet Minh. Or, un fait majeur vient de se produire. Ce fait majeur, c'est qu'en 1949, Mao l'a emporté sur Chiang Kai-shek et vient de proclamer la République populaire de Chine. À partir de ce moment-là, à la frontière vietnamienne, il n'y a plus un État qui est proche des États-Unis, qui n'intervient pas dans le Vietnam, sauf s'il veut prendre la tutelle du Vietnam et du Tonkin en particulier, mais cette route est constamment sous la menace des Vietnamiens. Et cette route va être le lieu d'un désastre militaire pour la France, parce que tous les postes sont peu à peu pris et c'est une déconfiture totale. Il y aura bien sûr une contre-offensive qui sera menée par Delattre de Tassigny, j'y reviendrai, mais ce sera l'objet d'une autre leçon, de notre cours, pardon, pas leçon, vous n'êtes plus au lycée. Donc, et tout cela se terminera par la défaite française de Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, c'est ce qu'on écrira le Valmy des peuples du tiers-monde. Et il y aura 5500 prisonniers français. La place de Dien Bien Phu tombera et il y aura 5500 prisonniers français que l'on fera défiler. Parce que souvent, les photos sont prises après coup,
Les films sont faits après coup. Ce sont des répétitions, si vous voulez. Et là, vous voyez que les prisonniers français sont en rang, sont encadrés par des soldats du Viet Minh. Et ces soldats français seront libérés après la prise de Hanoï par le Viet Minh. Ben, le Hanoï se tombera, bien entendu, dans la mesure où Dien Bien Phu tombe. Donc Hanoï tombera et les soldats français seront libérés à partir du 15 juillet 1954. Donc les prisonniers français sont libérés. Voici une photo de cette libération dans plusieurs endroits, bien entendu. Bon, évidemment, pour eux, c'est une page qui se tourne, tragique, mais en même temps, c'est la joie. Vous voyez celui qui est au premier plan là et qui regarde celui qui est en train de prendre la photo. C'est une photo qui a été prise par les services de l'armée, je le précise. Donc voilà, nous voilà pour Ho Chi Minh, mais Ho Chi Minh pendant la guerre d'Indochine des Français. Ho Chi Minh jouera encore un rôle pendant la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, ce sera la guerre que mèneront les États-Unis contre toujours contre Ho Chi Minh et contre le Viet Minh. Mais cela ne relève pas de notre projet, et j'en dirai peut-être un mot, je ne sais pas, je verrai, mais ça ne relève pas de notre projet sur la 4ème République. Voilà, la prochaine fois, nous ferons la biographie du général Leclerc, qui va jouer un rôle important, bien entendu, et de l'amiral d'Argentlieu. Donc, la prochaine fois, c'est-à-dire vendredi. Et ensuite, la semaine d'après, nous aborderons la seconde partie de la guerre d'Indochine qui prend l'aspect d'un conflit de guerre froide, et nous verrons pourquoi, mais vous avez peut-être déjà compris. Bon, bien sûr, je vous dis à bientôt.